Lucille Julien, je vous salue, bienvenue. On enchaîne donc les thématiques avec beaucoup de bonheur. On va découvrir avec vous ce qu'est le système international d'unité. On va voir qu'il n'est pas figé, ce système international d'unité. Il a une histoire, les définitions des unités évoluent, s'adaptent au fil du temps, des découvertes, des capacités des scientifiques et de leurs outils de précision. Et la question de la mesure, elle n'est pas anecdotique. Si on ne s'entend pas sur la mesure, sur ce que l'on définit comme unité, ça peut mener aux plus grandes catastrophes. Il y a des exemples en la matière et relativement récents, je crois que c'était en 1999, deux exemples assez spectaculaires. Les scientifiques n'ont pas parlé le même langage, ça a très mal terminé. Voilà, en effet. Bonsoir à tous. Oui, en 1999, il y a eu deux événements importants, catastrophiques, qui ont peut-être sensibilisé à la fois le public et les scientifiques au besoin de parler le même langage quand on échange des mesures dans certaines unités. Un événement, ça a été un avion coréen qui s'est scratché, comme on dit, après avoir décollé de Shanghai, parce qu'il avait mal interprété un ordre qu'on lui a donné, qu'on a dû lui donner en miles alors qu'il comprenait en mètres ou quelque chose, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, l'unité de mesure n'était pas la même. Et voilà, et donc il a mal interprété un ordre qu'on lui donnait. Voilà. Et alors, tout à l'heure, il y avait une table ronde sur la recherche de vie dans le système solaire, et notamment, évidemment, on a beaucoup parlé de Mars. Lors de l'exploration martienne, il y a eu des problèmes. Il y a eu effectivement une sonde qui a été perdue en 1999 aussi. Peut-être vous vous en souvenez, c'est la sonde Mars Climate Orbiter qui devait orbiter autour de Mars et que les scientifiques ont vu disparaître et qu'ils n'ont pas vu faire le tour de Mars. Voilà. Ouais. Elle a disparu derrière Mars parce que elle aussi, elle est tombée pour une question d'unité. Comment dire, il y avait des sous-traitants qui avaient fait certaines parties de la sonde et qui n'avaient pas paramétré dans les mêmes unités que les unités qui servaient pour le propulseur, en fait. Donc on était en pied d'un côté et en mètre de l'autre. Voilà, en fait, c'était une question de force à appliquer pour corriger l'orbite. Et donc la force appliquée n'était pas bien dimensionnée par rapport à la correction de la trajectoire qu'il fallait faire. Et donc, et là, c'est des centaines de millions de dollars qui partent en fumée pour une bêtise d'unité. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, une sonde sur Mars, c'est un travail d'au moins 10-15 ans, des chercheurs, un investissement perdu bêtement. Il est donc important de s'accorder sur un système de mesure commun. Il existe un système international de mesure. Il est basé sur 7 unités. On va les voir. Alors, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas cette diapositive. Voilà. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le système international d'unités, qu'on appelle SI couramment. Voilà. Et donc, il est fondé sur 7 unités de base. Et ça veut dire que, unité de base, ça veut dire que toutes les autres unités qu'on peut utiliser dans le système international, eh bien, sont des unités dérivées qu'on peut construire à partir de ces unités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces 7 unités, on peut exprimer toutes les mesures, toutes les grandeurs. Toutes les unités du système international. Voilà. Alors, et donc toutes les grandeurs physiques, peuvent être exprimées quantitativement dans ces unités. On prend le temps de les passer en revue et de voir ce que chacune mesure, justement. Exactement. Donc la longueur, vous voyez bien ce que c'est, le mètre. Donc ça veut dire que quand on fait une mesure de longueur, eh bien, on compare la longueur à 1 mètre, qui est l'unité. Voilà. Et en pratique, on compare par exemple, si c'est la distance de la salle, d'un mur à l'autre, on va comparer à ce qu'on appelle un étalon, quelque chose qui représente matériellement le mètre. Voilà. Donc la deuxième indiquée ici, c'est la masse, exprimée en kilogrammes. Et donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Le mètre et le kilogramme sont nés en France, au moment de la Révolution française. Voilà, donc ils ont un rôle historique là-dedans, ils sont en premier dans la liste. Ensuite, la seconde, donc l'unité de temps, qui pendant longtemps a été laissée aux astronomes, mais qui maintenant relève plutôt de la physique atomique, la définition de cette unité. L'unité de courant électrique, l'ampère, que vous connaissez certainement, puisque dans la vie quotidienne, on a l'habitude aussi de voir des ampères. Donc pour toutes les unités électriques, évidemment, l'ampère est indispensable. L'unité de température, le Kelvin. Alors, je ne sais pas si tous vous connaissez le Kelvin. C'est vrai que nous, on les exprime plutôt en Celsius, en degrés Celsius, les températures. Celsius. Donc, en degrés Celsius, on a le 0, et puis on a des températures positives et négatives. Et donc, l'échelle température dite absolue s'exprime en Kelvin, et le 0, c'est le plus bas qu'on puisse atteindre. Il n'y a que des températures positives. Voilà. Et donc, ce 0...
ce 0 Kelvin, en Celsius, c'est moins 273,15. Voilà. Mais sinon, après, toutes les températures en Kelvin sont positives. Ça veut dire que nous sommes autour de 300 Kelvin, ici, environ. Oui. Voilà. Donc, ensuite, il y a la mole. La mole, c'est une quantité de matière. C'est surtout pour les chimistes, en fait. Elle a été rajoutée d'ailleurs dans les années 70 pour compléter les unités de base. Donc c'est utile pour les chimistes pour passer de l'échelle de l'atome, l'échelle microscopique, à l'échelle macroscopique de ce que nous voyons, nous, à notre échelle. Voilà. Donc ce passage de l'un à l'autre. Une unité que finalement on a l'impression d'utiliser très peu et qui fait quand même partie des 7 unités de base du système. Vous croyez ne pas l'utiliser, mais en fait vous l'utilisez sans le savoir. Quand vous achetez vos ampoules électriques, maintenant, la puissance est exprimée en lumen. Oui. Voilà. Et donc le lumen est directement relié à la candela. Et la candela est un petit peu à part parce que c'est une grandeur qui est à la fois physique, il relève de la physique, mais aussi de la physiologie. Il y a la réponse de l'œil humain qui est cachée dedans. Voilà, une réponse donc, qui dépend de la couleur, de la longueur d'onde. Et donc on en tient compte dans la candela. Donc ça sert pour l'éclairage. Alors du coup, il y a des unités, moi, qui me viennent en tête, qui ne sont pas dans celle-ci, et je me demande, par exemple, quand le son, le bruit, on mesure ça en décibels. Oui, alors donc les décibels, c'est vraiment une unité particulière qui ne fait pas partie du système international d'unités. En pratique, c'est une échelle logarithmique qui permet de comparer un rapport de 2 puissances. Donc comme c'est un rapport de 2 puissances, ça n'a pas d'unité. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est sans dimension, un rapport de 2 puissances qui seraient toutes les deux des watts. Voilà. Et donc, ça permet de comparer une puissance sonore que nous entendons à une puissance sonore de référence qui serait à la limite de l'audible. Donc en fait, c'est un rapport. C'est un rapport, et pour savoir de quoi on parle, on met décibels, mais ça n'est pas une unité. Non seulement c'est un rapport, mais en plus on prend le logarithme. Parce que sinon, ça ferait quelque chose qui croîtrait très rapidement pour les niveaux sonores. Et puis, il y a beaucoup d'autres unités que l'on connaît, comme l'ohm pour mesurer une résistance en électricité, ou le joule pour mesurer une énergie. En fait, ces unités-là sont des dérivées de celle-ci, en quelque sorte. Elles sont dérivées, voilà. Donc, le joule, par exemple, c'est facile, c'est l'unité d'énergie. Eh bien, c'est identique à 1 kilogramme mètre au carré par seconde au carré. On peut imaginer par exemple cette célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Voilà, et donc vous voyez, m ça donne le kilogramme et c2 c'est une vitesse au carré. Donc le joule, ça n'est rien d'autre que le produit d'une masse par une vitesse au carré. Donc c'est des kilogrammes, mètres carrés. Un peu comme si on inventait une unité pour la vitesse qui serait autre chose que le kilomètre par heure, comme si on décidait que ça s'appelle... Voilà, c'est beaucoup plus simple à dire. C'est beaucoup plus simple à dire. Hein. Pour les watts, les joules, c'est plus simple. Mais c'est une combinaison de ces unités-là. Donc avec celle-ci, on a tout, en quelque sorte. Hein. On a tout. On a tout. Alors quand est né ce système international d'unités bien pratique, on le comprend? Alors il a une longue histoire. Hein. Donc, officiellement, il est né en 1960 à ce qu'on appelle une conférence générale des poids et mesures qui a mis en place ce système. À l'époque, avec 6 unités seulement, car la mole a été rajoutée quelques années plus tard. Voilà. Mais en réalité, il a une longue histoire parce qu'il est l'héritier de ce qu'on appelle le système métrique. Le système métrique, qui plus est système métrique décimal, qui date de la Révolution française. Voilà. Alors, on a décidé pendant la Révolution française qu'on allait... Alors, avant ça, c'était un petit peu le Far West. Hein. On avait, par exemple, la toise. Alors, la toise, ça pouvait avoir n'importe quelle longueur. Une même unité pouvait avoir, selon les époques, les lieux... Voilà. Beaucoup d'unités se rapportaient à l'humain, en fait. La toise, c'était la distance entre deux mains étendues. Évidemment, ça dépend des personnes, ça dépend, voilà, comme le pied, comme la palme, la largeur de la main. Voilà. Et donc, ça dépendait des régions. Ça dépendait aussi de qu'est-ce qu'on voulait mesurer. On n'allait pas prendre la même unité de longueur pour mesurer un tissu ou pour mesurer un champ, par exemple. Voilà. Et puis, suivant les régions, ça pouvait être un petit peu différent. Alors, pour le commerce, évidemment,
Ça permettait d'embrouiller Oui. le vendeur ou C'est l'acheteur. ça. On pouvait, selon la taille de la toise, on pouvait acheter s'arranger. 10 toises de mètre et revendre pour 20 toises de mètre un peu plus loin. Oui, Voilà. c'est drôlement pratique. Voilà. Mais on comprend qu'à cette époque, juste avant la Révolution, les cahiers de doléances, les Français réclamaient qu'il n'y ait plus deux poids, deux mesures. Voilà, cette expression est restée dans le langage commun. On dit qu'on ne veut plus deux poids, deux mesures. Et dans tous les cahiers de doléances, on retrouve dans toutes les villes, tous les villages, la même demande, qu'il n'y ait plus deux poids, deux mesures. Alors, il faut comprendre que le poids, c'est ce qui a donné kilogramme, bien que le kilogramme soit l'unité de masse. Mais à l'époque, on ne distinguait pas les deux grandeurs, poids et masse, comme on les distingue maintenant. Et mesure, ça voulait dire longueur. Hein. Donc mesure, ça voulait dire une étendue de longueur. Donc cette demande des cahiers de doléances a conduit au mètre et au kilogramme. Alors le mètre, il a fallu le définir. Comment a-t-on défini le mètre ? Voilà. Alors donc il faut nous remettre dans la peau des révolutionnaires et des députés. Dans les députés, à l'époque, il y avait des scientifiques, peut-être plus que maintenant, on peut faire cette remarque. Voilà, à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a eu un rapport qui a été fait pour demander qu'on unifie les unités, justement, d'étendue et de poids dans tout le royaume. C'était encore le royaume. Et l'idée, c'était de faire des unités nouvelles, parce que c'était la Révolution, on voulait faire du neuf. Donc, trouver des mots nouveaux pour ces unités. Et puis, que ces unités soient universelles. Les révolutionnaires français voulaient pouvoir proposer ça à toute l'humanité. C'était un lien entre tous les hommes de la Terre. Ça a l'air de rien, mais ça implique de trouver une référence qui convienne au monde entier. Voilà, c'est un fil conducteur qui est toujours valable maintenant, ce désir d'universalité. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme fil conducteur ? Alors donc, après avoir pas mal hésité, on a choisi de mesurer le méridien terrestre, pour que ce soit donc que le tour de la Terre fasse 40 000 km. Donc c'était la millionième partie du quart du méridien terrestre. C'est ça qui a été le mètre, la définition initiale. Et ça veut dire qu'il a fallu le mesurer. D'ailleurs, on reverra ça à la situation actuelle. Ouais. Quand on fixe une nouvelle unité, il faut déjà la mesurer d'une façon ou d'une autre pour la définir. Voilà. Quand on mesure, on exprime ce qu'on a mesuré en quoi, puisqu'on n'a pas encore ils l'ont exprimé en toise. Ils l'ont exprimé en toise, la toise dite du roi, qui était la toise de référence à cette époque-là. Voilà. Donc ils ont mesuré en toise une partie du méridien terrestre, pas le quart, pas du pôle à l'équateur, mais il se trouve que la France est bien placée pour ça, puisque entre Dunkerque et Perpignan, en fait c'était Dunkerque-Barcelone, eh bien c'est entièrement terrestre. Et puis Dunkerque et Barcelone sont tous les deux au niveau de la mer. Ça permet de pouvoir faire les corrections d'altitude facilement. Ouais. Et donc il y a deux scientifiques de l'époque, Delambre et Méchain, qui sont partis mesurer chacun un morceau de ce méridien entre Dunkerque et Barcelone. Ouais. C'est toute une expédition, une aventure à l'époque, que de mesurer, que d'établir ces unités de mesure. C'est une aventure, oui. Alors là, il y a différents livres qui racontent cette histoire, qui est un véritable roman. Parce qu'ils sont partis avec une lettre de mission du roi, et quelques mois après, le roi était arrêté, puis guillotiné. Oui. Donc après, il a fallu qu'ils aient une nouvelle mission. Et ils sont tombés en pleine guerre, parce que la France entrait en guerre avec ses voisins, en particulier avec l'Espagne. Dans les Pyrénées, c'était la guerre quand Méchain était là-bas. Voilà. Donc ça a été très difficile, et ils sont partis en 72, et ils sont revenus ensemble à Paris en 98. Alors une fois qu'ils sont tombés d'accord sur ce que devait mesurer un mètre, en 92, j'ai dit 72, 92. En 92, ils ont mis 6 ans. On a pu établir des étalons, ce qu'on appelle les étalons. Voilà, alors donc on a fait un prototype. C'est pas ce qu'on voit là. Oui. Il y a eu des prototypes donc, du mètre et du kilogramme. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que le kilogramme a été défini comme, à l'époque, le poids d'un décimètre cube d'eau. Donc il était relié au mètre, puisqu'on est passé du mètre au décimètre. De 10 cm de côté. Exactement. Donc là, ça veut dire qu'il faut déjà avoir le centimètre. Exactement. Donc, les mesures se tiennent. À l'origine, le kilogramme était relié au mètre, dans son idée. Mais il fallait mesurer les propriétés de l'eau parce qu'elles dépendent de la température. Ah oui. Voilà. Et donc, en 1799, eh bien, il a été fait 2 étalons, un du mètre et un du kilogramme, qui étaient en platine pure, qu'on appelle maintenant le kilogramme et le mètre des archives, parce qu'ils ont été déposés aux archives de Paris. Voilà. Donc on voit la différence entre définition d'une unité et puis une fois qu'on a défini
L'étalon, exactement. L'étalon, c'est la réalisation matérielle de l'unité. Tandis que la définition, c'est simplement une phrase sur un papier. Une phrase qui est votée à l'Assemblée, ou bien maintenant qui est décidée par la Conférence générale des poids et mesures, et qui est signée, c'est comme un accord international entre différents pays. C'est aussi à cette époque qu'on définit la seconde. Alors comment on définit la seconde? Alors la seconde, chacun utilisait l'heure comme un 12e de la journée. Bon, ça a mis un certain temps. Et puis après, la seconde comme un 60e de minute qui est un 60e d'heure. Et donc, à l'époque, les savants de référence pour le temps, c'était les astronomes. Parce qu'à cause du mouvement régulier des planètes, de la Terre autour du Soleil, de la Terre sur elle-même. Voilà. Et donc, il y a eu une définition officielle qui a émergé dans le courant du 19e siècle, qui était liée au jour solaire moyen. Voilà. Pour qu'il fasse 38 400 secondes. Alors tout ça, on l'a remis dans son contexte, dans une époque, mais depuis, ces unités ont été redéfinies, et pour certaines plusieurs fois, et on va voir dans la fin de cette discussion que d'autres vont être redéfinies là, en 2018, à la fin de l'année, en novembre 2018. Voilà, donc en novembre 2018, il va y avoir la 26e conférence générale des poids et mesures, qui va redéfinir 4 des unités sur les 7 que nous avons vues ici. Alors peut-être qu'il faut que je vous montre que ceci, donc ça date de 1889, ce que vous voyez. C'était la première conférence générale des poids et mesures. C'est une sorte d'assemblée générale du Bureau international des poids et mesures. Donc elle s'est réunie en 1889 et on a fait des nouveaux prototypes. Donc ces prototypes, vous voyez leurs photos. Et il se trouve que le prototype du kilogramme que vous voyez, c'est toujours lui le kilogramme international. C'est toujours lui sur lequel est fondée la définition du kilogramme. Il n'a pas changé depuis 1889. Et lui, il va être défini justement parmi les 4 unités de mesure en novembre 2018. On verra si ça change quelque chose pour nous. Peut-être que les gens commencent à s'inquiéter. Le kilogramme ne sera plus exactement le même dans quelques mois. Mais gardons le suspense pour maintenir l'attention de tout le monde. Le mètre a changé 2 fois et la seconde aussi a changé 2 fois. Alors oui, la seconde, qu'est-ce qui a changé et en quelle année et pourquoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour solaire moyen, donc c'est lié à la rotation de la Terre sur elle-même, mais cette rotation n'est pas régulière. Parfois ça accélère, parfois ça ralentit. Donc ça, on l'a vu quand on était capable de mesurer, justement, précisément, quand on a eu les quartz. Les quartz, sont des oscillateurs qui sont très stables et qui donnaient donc des références secondaires pour la seconde. Et on s'est aperçu que le jour moyen, le jour solaire, il varie. Au passage, on voit ce basculement. On était dans l'infiniment grand, on se calait sur la ronde des astres, sur les planètes et... on file dans l'infiniment petit. Alors, pour la seconde, ça s'est fait en 2 étapes. En 1960, donc justement l'année de la naissance du SI, Système international, on a eu l'idée pas très bonne de le définir par rapport à l'année 1900, l'année tropique 1900. Et cette définition n'a pas tenu la route. Donc dès 1967, ça a été rechangé et on est passé aux atomes, comme vous dites, donc de notre échelle ou l'échelle de l'univers à l'échelle des atomes. Et donc maintenant, c'est l'atome de césium qui donne la seconde, une des transitions du césium. Et là, je pourrais faire une remarque, c'est que les révolutionnaires français voulaient l'universalité des unités de mesure, et les atomes, ils sont universels. Voilà, c'est une propriété des atomes, c'est qu'un atome de sodium ou un autre, c'est pareil. Ils sont indiscernables. Où qu'ils soient dans l'univers d'ailleurs. Ils ont les mêmes propriétés, voilà. Donc ils sont universels, c'est une réalisation microscopique de l'universalité. Le mètre aussi a été redéfini en 1960, de quelle manière ? Donc on n'est plus sur le quart de méridien, là, on change d'unité. Donc c'était l'époque où la physique atomique progressait, la spectroscopie, donc les raies atomiques donnaient une référence, donc la raie du césium a donné la référence pour la seconde en 1967, et dès 1960 on a proposé la longueur d'onde d'une raie du krypton. Voilà. Donc la longueur d'onde, c'est assez facile à mesurer par des méthodes interférométriques, mais malheureusement, c'était en 1960. Donc l'arrêt du krypton était faite par une lampe à décharge, vous savez, comme nos tubes fluorescents. Et c'est une raie large, pas très fine. Et la même année, en 1960, le premier laser a été mis au point. Et là, c'est une raie très fine, c'est de la lumière qui, du point de vue de la longueur d'onde, est extrêmement étroite. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec un laser qu'avec une lampe comme la lampe à krypton. Redéfini également en 1983. Alors, en 1983, voilà. Ça, c'est grâce au laser, puisqu'on a été capable de mesurer très précisément à la fois la fréquence et la longueur d'onde des lasers. Et il se trouve, quand on fait le produit des deux, on a la vitesse de propagation de la lumière.
Le produit fréquence-longueur d'onde donne la vitesse de propagation de la lumière. Et donc, on a été capable de la mesurer avec une précision bien meilleure qu'auparavant. Et on s'est dit, c'est pas bon, parce qu'on a un mètre qui est peu précis, qui limite les mesures de longueur. Ici, ça s'est mis à être le facteur limitant pour les mesures. Ouais. Et non plus la méthode de mesure, c'est la référence qui est devenue limitante. Ouais. Et donc, on a choisi de raccorder le mètre à la seconde. Donc ça, c'était une nouveauté conceptuelle qui est très importante parce que c'est ce qu'on va faire cette année à nouveau. Alors oui, mais pour être très clair sur pour pas qu'on se perde complètement dans ces précisions, c'est maintenant la définition du mètre, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide sur une fraction de seconde bien donnée, bien précise. Voilà, exactement. Donc le mètre est défini par rapport à la seconde parce que c'est cette distance. Et là encore, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. C'est indépassable, c'est précis, ça ne bouge plus. Voilà, Alors, si on a fait ça, c'est qu'on avait des bonnes raisons dans les théories physiques qui sont quand même bien confortées par l'expérience, de penser que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle. Voilà. Alors vous dites aujourd'hui, de toutes les unités qu'on voyait dans les sets du système international, le mètre et la seconde, ce sont celles qui sont le plus exactement, le plus précisément définies. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à la définition ultime ou que dans un siècle, si on se recroise, on va encore avoir changé? Non, ça veut dire que quand on construit une horloge à césium, il y a des modalités à respecter, mais on est capable de faire des choses extrêmement précises maintenant, surtout avec les progrès des lasers, et on est capable d'avoir ce qu'on appelle une exactitude, c'est-à-dire une réalisation de la définition, une exactitude qui correspond à 1 seconde sur 300 millions d'années. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux horloges traditionnelles. Oui. C'est plus de ponctualité qu'il n'en faut pour le commun des mortels dans sa vie de tous les jours, on est d'accord. C'est vraiment un outil pour les scientifiques, cette précision, nous ça nous dépasse un peu. Voilà, mais sans vous en rendre compte, vous utilisez des horloges très précises, pas autant que ce que je viens de dire, mais 100 fois moins environ, quand vous utilisez votre GPS. Parce que si votre GPS vous dit où vous êtes sur Terre, c'est parce que dans les satellites du système GPS, il y a des horloges justement, des horloges à césium en particulier, qui donnent des heures très précises. Et donc cette heure très précise vous donne une position très précise ici. Voilà, ça a quand même un impact dans notre vie de tous les jours. C'est ce que vous nous dites indirectement. Cette minutie n'est pas uniquement pour faire de la recherche fondamentale dans les labos. Nous aussi, on en profite dans notre vie de tous les jours. Exactement. Si on n'avait pas changé cette définition en 67, on n'aurait pas un GPS qui puisse nous donner notre position sur Terre. C'est sûr. Ce ne sont pas que des débats théoriques qui se jouent dans ces réunions qui ont lieu tous les 4 ans pour le système international. En général, tous les 4 ans. Donc là, ça va faire que 3 ans, mais c'est en général tous les 4 ans. Alors, on arrive donc aux prochaines unités, le kilo, l'ampère, la mole, le Kelvin, qui vont être redéfinis justement en novembre 2018. Qu'est-ce qu'on va leur faire à ces unités? Alors, on va suivre la même méthode que celle qu'on a prise pour le mètre. Pour le mètre, on a décidé de donner une valeur numérique fixée à la vitesse de la lumière, et bien, donc, qui était une constante de la physique, constante universelle. Et donc, on va faire la même chose, on va fixer la valeur numérique de 4 constantes, qui sont des constantes de la physique, que les physiciens ont mesurées vraiment avec acharnement ces dernières années, pour qu'on puisse les fixer à une bonne valeur. Voilà. Alors, il y a des constantes que vous connaissez peut-être et d'autres pas. L'une, pour l'ampère, c'est assez simple, c'est la charge élémentaire. C'est la charge électrique élémentaire. L'électron, comme le proton, la même charge élémentaire, mais de signe opposé. Et c'est vraiment aussi une constante de la physique, cette charge élémentaire. Donc, on va fixer sa valeur. Et en faisant ça, avec la seconde, on aura l'ampère. C'est amusant de voir à quel point la seconde devient centrale dans ce système international des unités. Quand on a la seconde, on peut définir, et les constantes qui seront utilisées, on peut définir les... Voilà, exactement. Donc, avec la seconde, on fixe la vitesse de la lumière, on a le mètre. On fixe la charge élémentaire, on a l'ampère. Et puis si on a le mètre et la seconde, eh bien, on va fixer d'autres constantes, qui sont par exemple la constante de Planck, qui est la constante de la physique quantique, qui donne par exemple l'énergie d'un photon d'une fréquence donnée. Et ça va servir à définir ça va nous donner le kilogramme. Le kilogramme. C'est la constante de Planck
en étant fixé qui va nous donner le kilogramme. Ouais. Donc là, le décimètre cube d'eau complètement dépassé, ça fait un moment qu'on l'avait laissé tomber. Qu'on l'avait laissé complètement tomber. Oui, mais dans cette histoire, les étalons qu'on voyait tout à l'heure, là, ce mètre étalon et ce kilo étalon, ça devient du folklore. Ça n'a plus Ils deviennent aucun des objets de intérêt. musée. Voilà, Ils c'est deviennent ça. des objets de musée. Et à la limite, quelques années plus tard, on peut les remesurer. Oui, pour voir Avec s'ils ont évolué. S'ils étaient très différents de notre référence actuelle, Ouais. on peut. Le kilogramme étalon, d'ailleurs, il ne fait pas exactement tout le temps la même masse. Hein. Il évolue. Ça, alors c'est le là, problème. vous avez dit quelque chose qui n'est pas Qui est pas correct juste. du Qui est point pas de vue juste. des principes. C'est lui le kilogramme. Donc, même si son nombre d'atomes a changé parce qu'on l'a un peu rayé, par exemple, en le Ouais. nettoyant, eh bien, C'est- il est le kilogramme, qu'on le veuille ou non, pour Ah oui, l'instant. D'accord. Pour l'instant. D'accord. Ah oui, Il oui. est le C'est lui kilogramme. qui fait foi, même si Ouais, il c'est lui maigrit la et qu'il définition. grossit. C'est D'accord. lui la définition. Le kilogramme est la masse du prototype international. Ouais. On voit là tout l'arbitraire de la chose. C'est très arbitraire. Et en pratique, on l'a comparé plusieurs fois à ses copies. Et puis on voit qu'il est différent de ses copies. Mhm. Donc évidemment, étant donné la définition du kilogramme, c'est ses copies qui ne font plus un kilogramme. Ouais. Mais du point de vue de la quantité de matière, Ouais. On on comprend. peut se poser des questions. En vous écoutant, on comprend que les scientifiques ne pouvaient plus se satisfaire de cette imprécision, de ce flou. Oui, voilà. Bon, alors cette imprécision, on peut dire c'est environ 30 microgrammes sur 1 kilogramme. Mais c'est la différence du kilogramme avec ses copies. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont capables de faire des choses incroyables en précision. Hein. Par exemple, compter le nombre d'atomes dans une sphère d'1 kilo de silicium, c'est à la portée des scientifiques. Alors, on sait le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a une précision d'un atome. Il faut quand même être honnête. Puisque dans une sphère de ce genre, le nombre d'atomes, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, qui donne le nombre d'atomes à l'échelle macroscopique, dans ce qu'on appelle une mole. Donc, on a parlé de la définition de la mole. Donc, la mole, c'est un certain nombre d'atomes ou d'ions ou d'entités élémentaires. Et ce nombre, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, pour définir la mole, on va fixer le nombre d'Avogadro. Voilà. Ça, ce sera la constante. C'est une des constantes, une des 4 constantes qui va être fixée et qui permettra de définir la mole. Bon, évidemment, il a fallu la mesurer. Il a fallu mesurer ce nombre d'Avogadro. Et pour ça, c'est ça qu'on fait. On compte des atomes dans un objet macroscopique. Et on sait le faire maintenant avec beaucoup de chiffres significatifs. 8 ou 9. Voilà. Alors, on l'a compris, l'idée générale, c'est d'appuyer ces unités sur des constantes de la physique qui, par définition, ne bougent pas et sont les mêmes, quelles que soient les circonstances. La physique est la même partout, pour tout le monde. Ce qui fait que l'universalité dont vous nous parlez au début, elle est encore plus vraie. Aujourd'hui, on peut... C'est ça, voilà. C'est ce que représente, c'est la photo où vous reconnaissez l'affiche du film E.T., extraterrestre de Spielberg. Effectivement, les unités étaient faites à l'échelle de la Terre, le jour solaire moyen, le méridien terrestre, ou bien nous, notre échelle. Et on est passé à l'échelle atomique. Mais les constantes fondamentales, elles, de la physique, comme la constante de Planck ou la vitesse de la lumière, ça n'est pas que sur Terre, c'est dans tout l'univers. Vous êtes en train de nous dire que notre système international d'unité nous permettra de dialoguer avec les extraterrestres et de s'entendre sur les poids et les mesures. Peut-être, on pourra leur expliquer, en tout cas. La vitesse de la lumière, ils devraient savoir ce que c'est s'ils sont évolués oui, c'est ça. Mais après, scientifiquement. Il est fort à parier qu'eux, ils ont adopté un autre système. Alors, est-ce qu'ils voudront nous imposer le leur? Si on a un bon système de correspondance entre les deux, on traduira. C'est comme quand on traduit des langues. Ça, si on a bien défini les choses, allez, on y arrive. Il nous reste quelques minutes pour poser des questions, si vous le souhaitez, sur ces systèmes de mesure, système international des unités, pardon. SI, système international d'unité. Monsieur. Oui, merci pour cette présentation. On a dit la longueur, la masse et le temps, sauf que Einstein, en 1905, avec la relativité restreinte, la longueur et le temps ne sont plus absolus. Et puis dernièrement, avec le boson de Higgs, on a découvert aussi que la masse n'était plus un absolu. Là, on est en train de se dire qu'on va repartir avec une vitesse, la vitesse de la lumière dans le vide, sauf que le vide, il n'est pas si vide que ça, il est plein de bidules. Donc, est-ce que le jour où on va découvrir que ce truc qui n'est pas vide, mais qui est plein, on ne va pas être obligé, encore une fois, de tout revoir? Alors, est-ce qu'il faudra revoir notre copie? Alors, en fait, le mot vide couvre plein de choses différentes. Donc, quand on dit la vitesse de la lumière dans le vide, c'est le vide de matière, en fait. C'est quand on a enlevé tous les atomes qui sont là. Et donc, ça, c'est une constante universelle. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du référentiel. Et donc, ça peut être une référence. Voilà. Quand vous dites le vide est plein de bidules, vous voulez penser au vide électromagnétique, certainement, non ?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendiez par bidule, monsieur, si ou alors vous parlez fort, vide... je répéterai. C'est ça. Vous pensiez au vide de photons. Hein, on parle de l'énergie du vide, et effectivement, dans le vide de photons, c'est ce qu'on appelle le vide électromagnétique, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des champs électriques et magnétiques qui fluctuent. D'accord. Voilà. Mais ça ne change pas la vitesse de la lumière, jusqu'à preuve du contraire. Il y a des gens qui cherchent des effets, mais en tout cas, on ne les a pas vus. Hein. Voilà. On a répondu qu'à la moitié de la question. Il y avait aussi une autre question. Alors, je me permets de la reformuler peut-être. Alors, il y avait aussi sur le temps, sur l'idée que le temps est relatif. Alors, c'est vrai qu'on, même des physiciens nous disent très sérieusement, mais on se demande, est-ce que le temps existe vraiment? Alors, on n'a pas le temps d'aborder cette question vertigineuse, mais c'est la clé de voûte de tout système international, c'est la seconde, donc la mesure du temps. Et puis, à côté de ça, les physiciens nous disent, mais le temps existe peut-être pas. Voilà. Là, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que nous vivons dans un espace-temps, c'est-à-dire un espace à 4 dimensions, hein, tous les jours. Si on se donne rendez-vous ici, on s'est fixé à la fois le lieu et l'heure, sinon on ne va pas se croiser. Hein. Donc, mais ça pourrait changer si on se donnait rendez-vous à la bord d'un trou noir, par exemple. Oui. Alors, et le GPS, il nous donne les 4 positions, il nous donne nos 3 positions d'espace et notre position de temps. Hein. Et on a besoin de 4 satellites pour savoir notre position. Donc on vit dans un espace à 4 dimensions dans lequel il y a le temps. Et le temps est directement lié à la distance. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, on dit « j'habite à 5 minutes de la gare ». C'est bien que pour nous, on mesure les distances en temps. Et justement, cette définition du mètre avec la vitesse de la lumière, c'est justement de nous dire que longueur et temps, distance temporelle et spatiale, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Et vous avez dit une autre chose. La masse. C'était pas moi, c'était la masse. Voilà. Donc la masse, c'est de l'énergie. Hein. C'est de l'énergie, c'est sûr. Hein. Et donc, on peut, comment dire... transformer l'énergie en masse ou la masse en énergie dans toutes les réactions nucléaires, mais ça n'empêche que la masse, d'un objet est quelque chose qui est défini. Dedans, il y a la masse de ses constituants, mais il y a aussi l'énergie de liaison entre ses constituants. Voilà. Allez, on a le temps d'une toute dernière question, peut-être. Oui. Bonjour, merci pour cet exposé qui était très précis. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir, avec la recherche physique, que les 7 unités ne suffisent pas et qu'il faille rajouter quelque chose si on veut décrire un phénomène ou je ne sais Par pas exemple, on a découvert les ondes gravitationnelles. Qu'on rencontre récemment. une grandeur nouvelle. Bon, les ondes gravitationnelles sont parfaitement couvertes par notre système. Oui, mais une autre découverte qui serait que... Si on rencontrait un phénomène nouveau, oui, pourquoi pas, oui. Mais bon, je n'arrive pas à l'imaginer pour l'instant avec ce que je connais de la physique. Oui. Voilà. Mais bon, le forum s'intitule « Que reste-t-il à découvrir ?» Peut-être justement de nouvelles grandeurs mais à mesurer. certainement, on peut vous le dire, c'est que la seconde sera redéfinie en quelques années. Hein, parce qu'on a des horloges meilleures maintenant que l'horloge à césium. Donc dans quelques années, on va redéfinir. Mais ça restera basé sur l'atome et peut-être un autre... Ce sera sans doute un autre atome. Ce sera sans doute un autre atome. Voilà. Toute petite dernière question et puis après on se quitte. Comment expliquer que ce système international de mesure ne soit pas encore adopté par les USA, le Libéria et la Birmanie? Qu'est-ce qui les défrise? Alors, en fait, ça dépend ce que vous entendez par adopter. Il n'est pas obligatoire dans leur pays. Il n'a pas été rendu obligatoire. Mais de fait, ils l'utilisent. Hein. Tous les scientifiques du monde utilisent le même système d'unité. De fait. Hein. Donc, c'est les 3 pays qui ne l'ont pas rendu obligatoire. Voilà. La France l'a rendu obligatoire en 1840. Hein, voilà le système. On est un peu plus, mais on est un peu précurseur dans ce domaine. Mais le Canada s'y est mis assez tard. Vous vous souvenez, c'était dans les années 70. Bon. Donc, il viendront peut-être un jour. Il y a peut-être aussi une fierté nationale pour certains qui veulent pas adopter le système des autres. Pas se laisser dicter leur... Merci beaucoup, Lucile, Julien, et un grand merci à vous pour votre attention. Et ça continue, évidemment, dans un instant. Merci à vous. Merci à vous.